אני מתכבד להזמין את דוקטור גלוריס ויינשטיין. גלוריס, s'il vous plaît. J'appelle au micro docteur Gloris Weinstein. Elle est docteure en psychologie de l'Université de Genève. Gloris Weinstein est née au Caire. Elle a quitté l'Égypte en 1958 pour Genève. Chargée de cours de l'Université de Genève, elle est auteure de plusieurs publications sur l'auto-évaluation et l'estime de soi. En 2005, Gloris Weinstein a gagné le prix de la nouvelle décerné par la Société genevoise des écrivains. Elle nous parlera aujourd'hui de son livre « La mariée du Nil », qui fut son premier roman. Gloris Weinstein, s'il vous plaît. J'aimerais vous présenter un livre que j'ai écrit, La mariée du Nil. Mais avant de vous expliquer ma démarche d'écriture, je voudrais compléter ce que je vous ai dit hier, quelques mots de ma propre histoire. Je suis née au Caire d'une mère séfarade et d'un père ashkénaze. Le Shabbat, chacun allait prier dans sa synagogue. C'était à se demander comment ils avaient fait pour se marier. Dans quelle synagogue? Cruel dilemme, vite résolu. Réponse de ma mère. Nous avons choisi la synagogue séfarade, Sha'ar HaShamayim, la plus grande, la plus belle, car nous avions de nombreux invités. Comme plusieurs d'entre nous, j'étais élève au lycée français du Caire. J'avais des professeurs brillants, de nombreuses amies juives. Cependant, mon adolescence a été assombrie par le décès prématuré de mon père qui avait voué son existence à la florissante imprimerie-papeterie fondée par lui et qui se trouvait, pour ceux qui connaissent le Caire, rue Chérif. Avec l'arrivée au pouvoir de Nasser en 1958, avec l'arrivée au pouvoir de Nasser, j'ai quitté le Caire en 1958 pour étudier la psychologie à Genève. Certes, j'ai pu devenir suisse et réussir professionnellement. Toutefois, peut-on vraiment se détacher de son enfance, de son pays natal? Les souvenirs nous hantent, mais au fil du temps, ils s'estompent. Comment les conserver dans leur vivacité? C'est ainsi que peu à peu s'est imposée à moi l'écriture d'un roman, La mariée du Nil, largement inspiré par mes mémoires de juive égyptienne. Et alternant les beaux moments et les épisodes tristes marqués par l'antisémitisme. J'ai éprouvé le besoin de faire revivre l'Égypte que nous avons connue, notre Égypte, en racontant une histoire qui n'est pas seulement la mienne. J'ai donc créé un personnage qui tient le rôle de mon alter ego, auquel j'ai donné un prénom hébraïque, Galia. Elle vit avec ses parents dans un bel immeuble caïrote. J'évoque sa famille, son lycée, ses rencontres avec des gens du petit peuple égyptien, sans que la différence de religion y fasse obstacle. Les épisodes de sa vie sont intimement liés au bouleversement qui agite l'Égypte des années 42 à 58, dont vous venez de parler, dans un contexte historique d'éveil du nationalisme qui conduira au rejet des Juifs, les forçant à l'exil. Je vais maintenant vous lire quelques extraits de La mariée du Nil. Le roman commence la nuit de Pessah. Cachée sous les moustiquaires, Gaïa fait la sieste dans le lit à baldaquin. La chaleur de l'Égypte est oppressante. L'enfant reste allongé à contre-cœur. Nous sommes en 1942.
L'armée allemande avance dans le désert africain, à l'aéroport d'Alexandrie. Au Caire, les manifestations pro-nazis se multiplient. Hitler est vu comme le sauveur qui va libérer l'Égypte de l'emprise britannique. Les Juifs d'Égypte ne devraient pas avoir peur. Plusieurs d'entre eux ont participé à la lutte pour l'indépendance de l'Égypte au sein du parti nationaliste de Saad Zarloul, le Wafd. Mais les mesures prises à l'encontre des Juifs d'Europe les ont alertés. Vous m'entendez toujours? Oui? Oui. Galia ignore tout des préoccupations des adultes qui lui sourient sans donner d'explication, pensant ainsi la protéger en évitant de l'informer du danger. Dans la chambre, au store baissé, elle ne dort toujours pas. La sieste d'aujourd'hui est fort longue. Ce soir se prépare une veillée, celle de la fête de la Pâque juive, Pessah. Ce soir ne sera pas une nuit ordinaire. Ce soir, on écoutera attentivement les prières psalmodiées par le grand-père. Ce soir, ce sera une fête joyeuse, la célébration de la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, la fin de l'esclavage des Hébreux durant l'ère pharaonique. Au retour de la synagogue, les convives sont nombreux. Parmi eux, joues roses et cheveux clairs, quelques jeunes soldats britanniques juifs sont les invités de Marc. Il faut les égayer. Ils sont loin de leur famille et le combat les attend. Le grand-père, aidé par les autres hommes autour de la table, débute la longue prière. Dès les premières phrases commencent les tourments de Galia. Il demeure un devoir pour nous de nous entretenir de la sortie d'Égypte. Et celui qui a le plus abondamment commenté la sortie d'Égypte, celui-là méritera les louanges. Galia écoute tous ces hommes sérieux, le grand-père, le père, les jeunes soldats anglais, énoncer cette phrase qui lui semble absurde. Fêter la sortie d'Égypte, mais nous vivons en Égypte. Alors comment faire pour mériter les louanges? Je viens de vous citer un extrait du premier chapitre. Ensuite, je décris tout le déroulement de la fête de Pessah que nous connaissons, vue par cette très petite fille. Et voici la conclusion du chapitre. Le grand-père aime prolonger la prière en incitant l'assistance à la réflexion. Ainsi le veut la tradition. Aussi est-il déjà tard lorsqu'il donne le signal de la fin. 11 heures, minuit peut-être. Voici venu le moment tant attendu par les convives affamés. Le dîner est servi. Durant toute la prière de Pâques, Galia avait peut-être senti confusément l'angoisse des adultes réunis autour du plateau du Seder de Pessah en cette nuit très particulière d'avril 42. L'extrait qui va suivre est tiré du chapitre « Le jardin aux palmiers dattiers ». Ce matin-là, toute la famille va rendre visite au grand-père dans sa campagne. Là-bas, loin de l'agitation du Caire, dans un petit village, se trouve la villa ancienne entourée de son jardin aux palmiers dattiers. Galia assiste impuissante aux préparatifs de départ, car son aide a été refusée. Elle est trop petite. De crainte de déranger, elle se tient soigneusement à l'écart. Enfin, on se met en route. Le père conduit prudemment, tandis que défilent les banians aux lianes vivaces, les eucalyptus odorants, les palmiers chargés de dattes noires. Le Nil étale avec fierté ses eaux rousses limoneuses et s'éparpille en minces canaux d'irrigation. La campagne égyptienne est comme un immense jardin dont le fleuve Nil serait le jardinier attentif. Le jardin du grand-père serait comme une parcelle de ce grand ensemble. Et tout soudain, voilà l'aïeul au seuil de son jardin. Des bouquets de palmiers, enserrés dans un petit espace, hissent leurs branches au-dessus de la clôture, comme pour dire bonjour à Galia. Alerte, coquet, le grand-père secoue sa chevelure noire qui scintille au soleil.
Même s'il s'agit d'une teinture, il est si beau ainsi. Chaleureux, il devine l'impatience de Galia et l'invite à se promener dans le jardin, tandis que la famille se répand dans la petite maison. Le père, pour se reposer, la mère et la sœur aînée complices pour se livrer à quelques besognes importantes. Le jardin en palmier dattier appartient à Galia. Elle perçoit la douceur des pétales de rose sous ses doigts. Les tendres fleurs mauves des bougainvilliers s'offrent à son regard. Les senteurs délicates du jasmin blanc l'envoûtent et les papillons taquins virevoltent autour d'elle. Elle contemple les palmiers dattiers dispersés en bouquets de 3 ou 4, liés au sol comme par un ruban invisible. Ils sont l'âme du jardin. Protégés par les branches fines et feuillues, apparaissent des dattes noires et rouges suspendues au-dessus de la terre en grappes voluptueuses. Par quel miracle cet arbre d'apparence fragile parvient-il à porter des fruits lourds et succulents? Saveur acide et rafraîchissante des dattes rouges, saveur sucrée et nourrissante des dattes noires. Côté cour, légèrement sur la gauche, une jeune paysanne égyptienne s'éveille de sa sieste à l'ombre du palmier. Elle s'étire joyeusement, sans trop se soucier de son ventre bien rond. Elle vient d'apercevoir la fillette solitaire côté jardin. Déterminée, elle va faire son entrée en scène. Elle noue son mandil autour de ses cheveux, défroisse de la main sa galabée pailletée. Juchant fièrement sa gargoulette sur son épaule, elle se hâte. Bien qu'elle soit enceinte, sa démarche reste gracieuse, son port de tête élégant. Elle se rapproche de la clôture du jardin. En ce mois de mai 48, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël a eu lieu. Le lendemain, les États arabes voisins, opposés au plan de partage adopté par les Nations Unies, s'allient pour combattre le nouvel État, ce que nous venons de voir. Mais ces événements n'ébranlent ni Galia, ni la jeune femme égyptienne. Elles se regardent fascinées l'une par l'autre. La paysanne rêve d'avoir un enfant brun dont les yeux verts et profonds seraient semblables à ceux de la fillette Jules. Elles se sont parlé, elles se sont embrassées à travers la clôture, elles se sont promis que l'enfant à naître serait un joli bébé brun aux yeux verts, qu'il deviendrait un adulte aimable et tolérant. Côté cour, côté jardin, les palmiers dattiers ont scellé leur accord. J'aimerais vous raconter brièvement le départ de Galia de l'Égypte. En juin 1957 se déroulent sous haute surveillance les épreuves orales du baccalauréat égyptien, programme français. Les inspecteurs du gouvernement se promènent dans les couloirs et veillent au respect des interdictions. Des forces de marcher ou de stationner en groupe. Galia, qui a réussi brillamment la plupart des épreuves, se heurte au refus des examinateurs de langue arabe qui n'hésitent pas à l'humilier devant les autres candidats. Nous n'aimons ni ton visage ni ton nom, hors de notre vue. Tu es indigne d'être interrogé, va-t'en et ne t'avise pas de revenir. Galia est de nationalité égyptienne. Un 0 en arabe est une note éliminatoire. Elle n'aura pas son baccalauréat. Elle se plaint à un inspecteur du gouvernement en accusant les examinateurs d'arabe d'antisémitisme. Refusant de la croire au départ, il découvre à son tour l'antisémitisme des examinateurs qui maintiennent leur refus. Tout ce qu'il obtient, c'est qu'il remplace la note éliminatoire de 0 par un 4. L'inspecteur, stupéfait de la force de leur antisémitisme, avoue à Galia qu'il n'ose pas s'y opposer. Il a peur pour lui, pour sa famille, pour celle de Galia, et lui recommande un secret total sur ce qu'elle a vécu. Il va même parvenir à sauver son baccalauréat en s'assurant l'aide de l'examinateur de biologie, un Égyptien sincère et honnête,
qui espère pouvoir lui mettre une très bonne note. Galia réussira son baccalauréat avec la mention bien. Là, je reprends ma propre histoire dont je vous ai un peu parlé hier. Après cette épreuve, j'avais compris que les Égyptiens étaient capables du pire et du meilleur, d'un antisémitisme virulent ou d'une tolérance bienveillante. J'avais peur. Les camps d'internement se multipliaient. Je n'oubliais pas le rejet subi à l'examen du baccalauréat, un secret trop lourd à porter. Encouragée par ma mère, j'ai décidé de quitter l'Égypte. Pour moi, c'était possible. J'étais mineure. Il me fallait trouver une branche d'études qui n'existait pas en Égypte. Les seuls pays où je pouvais me rendre étaient l'Allemagne ou la Suisse. J'ai choisi d'étudier la psychologie à Genève, très réputée dans ce domaine. Après les démarches difficiles dont je vous ai parlé hier, auprès de fonctionnaires souvent hostiles, j'ai obtenu mon visa de sortie et suis partie seule sans ma famille. Plus tard, j'ai été déchue de ma nationalité égyptienne sur le sol genevois. En guise de conclusion, voici un bref extrait du roman. En ce jour de novembre 1958, Galia prend l'avion pour Genève. Par le hublot, elle jette un dernier regard sur sa ville. Égypte, je te quitte. Je n'oublierai pas la beauté de la langue arabe, la chaleur du soleil sur ma peau. Mon pays, ô mon pays, tu m'as infligé mon plus grand chagrin d'amour. Égypte, je te quitte, mais désormais je te porte en moi. Nil roux, sang de mes artères, fleurs de jacaranda, iris bleu de mes yeux, pétales pourpres des flamboyants, étincelles de mon imagination. Je vous remercie de votre attention. תודה רבה. ותנו לי לציין רק עובדה אחת, שבסוף המאה ה-20 וראשית המאה ה-21, משפחת ויינשטיין, שני דורות, האימא ושתי הבנות, עמדו בראשות הקהילה היהודית במצרים, בקהיר. אז לוריס, באמת תודה רבה. מרסי בוקו. Merci à vous.